Mes parents ont refusé de payer mes frais de scolarité à l'université, disant que je devrais être indépendant, mais ils ont proposé de couvrir toutes les dépenses de ma sœur, alors j'ai quitté la maison. 9 ans plus tard, au mariage de ma sœur, ils m'ont dit « Pourquoi cette pièce manquante est-elle ici ?» Mais le fiancé de ma sœur a pâli et a dit « Taisez-vous. Cette personne est. » Mes parents m'ont regardé droit dans les yeux, et m'ont dit « Sois indépendant. » Traduction, nous ne paierons pas un centime pour tes études, alors qu'ils ont signé des chèques en blanc pour ma petite sœur, pour ses frais de scolarité, son logement, absolument tout. Alors, je suis parti. Pas d'adieu. Pas de filet de sécurité. Juste une valise, et une promesse faite à moi-même, celle de ne plus jamais mendier de l'amour. 9 ans plus tard, j'entre au mariage de ma sœur, et ma mère ricane, assez fort pour que les inconnus l'entendent, pourquoi ce morceau manquant est-il là? La pièce se met à tanguer. Ma sœur sourit avec suffisance, comme si elle avait gagné. Et puis, son fiancé devient blanc comme un linge, et craque, taisez-vous. Cette personne est. Je m'appelle Blaine Vaughn. Je vais vous raconter ce qu'il a vu, et pourquoi l'image parfaite de ma famille a commencé à se fissurer, pile à ce moment-là. Avant de commencer, pouvez-vous écrire « J'écoute » dans les commentaires, ou me dire d'où vous regardez. Parfois, savoir que quelqu'un est là, rend plus facile l'aveu des parties qui font encore mal. Si vous avez déjà été l'extra de votre propre famille, pensez à vous abonner pour ne plus avoir à porter cela seul. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. La salle de bal était un océan de lumière tamisée, de tintements de verre, et de rires parfaitement synchronisés. Des sols en marbre au plafond bordés d'or, tout dans cet hôtel d'Austin murmurait le luxe. Je tenais la main de Sarah, alors que nous franchissions les portes vitrées, et pendant un instant, j'ai cru pouvoir profiter de la soirée pour ce qu'elle était, le grand jour de quelqu'un d'autre, le drame de quelqu'un d'autre. Sarah, ma femme, a immédiatement été emportée par les salutations. La moitié des invités ici étaient liés à son réseau médical, des chirurgiens, des chercheurs, des administrateurs d'hôpitaux. Je n'étais que le « plus un », et je préférais qu'il en soit ainsi. J'offrais des sourires polis, je me tenais tranquillement à ses côtés pendant qu'elle échangeait des embrassades, et discutait d'essais cliniques, que je ne pouvais même pas prétendre suivre. Je n'ai jamais été le genre de gars, qui s'intègre parfaitement dans ce genre de pièce. Je me suis éclipsé après 10 minutes, me dirigeant vers les toilettes, espérant étirer la pause juste assez longtemps pour que l'heure du cocktail se transforme en autre chose. Alors que j'entrais dans le couloir, les sons de la fête se sont atténués, derrière les portes de la salle de bal. Le silence était un soulagement, mais le calme n'a pas duré. Pourquoi ce morceau manquant est-il là? 5 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Je me suis arrêté net. Mes poumons se sont figés. Je n'avais pas entendu cette voix depuis près d'une décennie, mais mon corps s'en souvenait, avant même que mon cerveau ne percute. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait là, vêtue de satin prune profond, drapée dans des décennies de dédain. Ma mère, Patrice Vaughn. À côté d'elle, se tenait une jeune femme en peignoir de mariée, le voile clippé nonchalamment à l'arrière, comme si l'air autour d'elle lui appartenait. Je ne voyais pas encore son visage clairement, mais sa posture, l'inclinaison de son menton. Cela m'a frappé avant même que je puisse le nier. Belle, ma petite sœur. Les mots avaient été assez forts pour que les invités aux alentours entendent, et les têtes commençaient à se tourner. Je les sentais me regarder, confus, curieux, prétendant ne pas écouter, mais écoutant absolument. Je n'ai pas dit un mot. Mon instinct était d'acier, ne pas leur donner d'oxygène. Ne pas leur faire l'honneur d'une réponse. Je me suis détourné vers la salle de bal. Sarah allait se demander où j'étais. Nous pourrions partir. Je n'avais pas besoin de causer une scène. Je n'avais pas besoin d'être traîné, une fois de plus, dans leur théâtre. Mais alors, j'ai entendu le clic sec des talons, me poursuivant. Une main s'est agrippée à mon poignet, s'enfonçant trop fort pour être confortable. Reste immobile, a sifflé ma mère. Même les restes devraient savoir qu'on ne s'introduit pas, dans un événement de haut standing. Je me suis retourné et, pour la première fois en 9 ans, j'ai regardé ma mère dans les yeux. Ils étaient plus froids que dans mes souvenirs, et juste derrière elle, la mariée s'était rapprochée. Son visage est apparu en plein champ. Belle. 9 années se sont évanouies en un clin d'œil, et j'ai réalisé que je n'étais pas juste en train de gâcher un mariage.
J'étais au milieu de celui de ma sœur. Belle n'a pas perdu une seconde. Cet homme n'est pas censé être ici, a-t-elle dit à personne, et à tout le monde, la voix assez aiguë pour couper la musique qui s'échappait faiblement de la salle de bal. Il n'était pas invité. Je ne sais pas comment il est entré. Je restais immobile. Ma mère a hoché la tête, comme un juge confirmant une sentence. C'est honteux. Il a toujours trouvé un moyen de gâcher les moments importants. Les invités ont commencé à murmurer, juste assez doucement pour prétendre qu'ils n'étaient pas impliqués, mais assez fort pour que ça pique. J'aurais pu expliquer, j'aurais pu leur dire que mon nom était sur la liste des invités, que Sarah avait l'invitation officielle, que j'étais entré par les mêmes portes que tout le monde. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas ici. Pas avec eux. Ils ne m'accusaient pas vraiment. Ils jouaient une scène. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient que je me défende, pour pouvoir jouer les victimes. Pour pouvoir regarder autour d'eux et dire, vous voyez comme il est difficile. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. À la place, j'ai laissé mon esprit dériver vers la dernière fois, où j'avais entendu l'expression « morceau manquant ». J'avais 17 ans, en terminale, assis à la table de la cuisine à Maple Hollow, dans l'Ohio. Mon père, le docteur Leonard Vaughn, venait de terminer son discours habituel sur l'héritage, l'image de marque, et le devoir familial. J'avais demandé si je pouvais postuler à l'université, juste une université locale, avec un peu d'aide pour les frais de scolarité. Il s'était penché en arrière sur sa chaise, avait croisé les bras, et avait dit, « Tu veux compter pour ça? » « Non. »« Tu veux ton indépendance, Blaine? Alors, sois indépendant. » Ma mère n'a pas discuté. Elle a juste bu son café, en marmonnant, un rouage cassé dans la machine ne fait qu'entraîner tout le reste vers le bas. Il préparait déjà l'avenir de Belle, les tuteurs, le shopping pour le dortoir, les frais de dossier. Je n'étais pas en colère à ce moment-là, juste vide. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière à l'intérieur de moi, et m'avait dit de continuer à avancer quand même. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une quincaillerie, 3 villes plus loin. J'ai commencé à économiser. Ils m'obligeaient toujours à leur remettre une partie de mon chèque, pour les frais du foyer. Quand j'ai demandé à déménager, mon père a dit, « Tu n'iras nulle part. Tu mourras là-bas, tout seul. » Je me souviens avoir fait mes bagages en secret. Je me souviens avoir tracé mon propre chemin, par essai et erreur, en déchiffrant les contrats de location, en naviguant dans la paperasse, et en mangeant des ramen, 5 soirs par semaine. J'ai rempli ma propre déclaration d'impôt, avant d'avoir l'âge légal de boire. Il y a eu un homme qui m'a aidé, Ross Marlowe, un cousin éloigné de mon père, mais un gars décent. Il m'a aidé à co-signer mon premier appartement. Il a dit qu'il avait toujours su que quelque chose ne tournait pas rond, dans cette maison. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. J'ai tout enregistré avant de partir. Pas par vengeance, mais par survie. Des clips audio, des messages téléphoniques, chaque phrase cruelle qu'il pensait que j'oublierais. J'ai tout gravé sur des disques, et je les ai stockés dans des endroits qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Je ne m'attendais pas à les utiliser. Je voulais juste savoir que je n'avais pas imaginé tout cela. Que la douleur avait une preuve. Quand Belle avait besoin d'un endroit calme pour étudier, il me disait que je les dérangeais. Ils m'ont demandé de partir, et je l'ai fait. C'était la dernière fois que je les voyais, jusqu'à maintenant. Je les regardais, Belle. Elle m'observait comme si j'étais une tache, qu'elle ne pouvait pas effacer de son grand jour. C'est alors que quelqu'un d'autre est entré dans le couloir. Un homme dans un costume anthracite sur mesure, l'expression tendue et lasse. Belle s'est illuminée dès qu'elle l'a vu. « Te voilà » a-t-elle dit, en passant son bras sous le sien. Ce type a réussi à entrer d'une manière ou d'une autre. Peux-tu appeler la sécurité? Ses yeux se sont posés sur moi. Et quelque chose a changé. Sa mâchoire s'est contractée, ses épaules se sont raidies. Il ressemblait à un homme qui venait de tomber dans une pièce pleine de mines antipersonnelles. C'est là que j'ai su que ce n'était pas n'importe quel inconnu. C'était son fiancé. Et il ne me regardait pas comme si je n'étais pas à ma place. Il me regardait comme s'il reconnaissait exactement qui j'étais, et qu'il ne savait pas quoi faire de cette information. Everett a regardé Belle, puis Patrice et Léonard, puis est revenu vers moi. Sa mâchoire bougeait légèrement, comme s'il mâchait une pensée. Il a fait un pas en avant,
baissant la voix juste assez pour qu'elle porte encore, mais pas assez pour en faire un spectacle. Belle a sauté sur l'occasion, comme une candidate de jeu télévisé busant trop tôt. Il n'était pas invité. Il est apparu de nulle part. Tu sais qui il est, n'est-ce pas? Mon frère, enfin techniquement mon demi-frère, selon l'importance que tu accordes à l'ADN. Elle a ri, seule, de sa propre blague. Ma mère a croisé les bras, hochant la tête d'un air sage. Nous ne voulions pas gâcher ta journée avec tout ça. Belle ne l'a pas vu depuis près d'une décennie, pour une bonne raison. Les yeux d'Everett se sont rétrécis. Mon père a enfin pris la parole, d'une voix égale et théâtrale. Nous l'avons élevé, nous lui avons tout donné jusqu'au lycée, mais certaines personnes, eh bien, elles n'apprécient pas la structure. Elles veulent blâmer tout le monde, quand les choses ne marchent pas. C'est triste, mais nous avons tourné la page. Belle a incliné la tête vers Everett, comme si elle s'apprêtait à porter le coup de grâce. Il est jaloux. Il l'a toujours été. C'est pour ça qu'il est là maintenant, pour essayer de créer un drame. Je me tenais les deux mains dans les poches, le corps immobile, la voix stable. Je ne suis pas ici pour un drame. Ma femme a été invitée. Je suis venu avec elle. C'est tout. Patrice a ricané. Sa femme, si vous pouvez le croire, est une Caldwell. C'est la seule raison pour laquelle il a pu entrer ici. Il s'est marié pour l'argent, visiblement. Everett a cligné des yeux. Le nom est tombé comme un coup près. Mon regard est resté fixé sur lui. Je pouvais voir l'éclair de reconnaissance commencer à fleurir. Il faisait le chemin inverse dans sa tête, additionnant des éléments dont il n'avait pas réalisé qu'ils étaient liés. J'aimerais retourner à l'intérieur, ai-je dit, calme mais ferme. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour cela. Vous êtes sur le point de vous marier. Ne transformons pas votre mariage en tribunal. Mais Belle n'en avait pas fini. Tu ne vas pas le mettre dehors, a-t-elle lancé, en tirant sur le bras d'Everett. Il nous embarrasse devant tout le monde. C'est là que j'ai compris. J'avais déjà vu Everett, quelques semaines auparavant, dans un couloir éclairé au néon du centre médical Saint-Joseph. J'étais assis avec mon fils, Milo, qui brûlait de fièvre et vomissait après une réaction allergique, que nous n'avions pas vu venir. Sarah était en chirurgie à l'autre bout de la ville, injoignable. C'est moi qui avais emmené Milo aux urgences. Le médecin de garde était un homme grand, au ton sec et aux yeux perçants, le genre de médecin qui parle plus au dossier médical qu'aux parents. Il avait recommandé un traitement de stéroïdes à haute dose, immédiatement, une approche agressive compte tenu de la taille de Milo et de ses symptômes. J'avais résisté. Je me souvenais de l'irritation sur le visage du médecin, quand j'avais demandé des alternatives. Il les avait données à contre-cœur. Cette voix, ce visage. C'était Everett. Il me reconnaissait maintenant. Je pouvais le voir à la crispation de sa bouche, et à la façon dont ses doigts se contractaient sur ses côtés. Il ne me regardait plus comme un invité indésirable. Il me regardait comme une menace. Sarah est apparue à mes côtés, se glissant à travers la foule comme si elle savait exactement où je serais. Sa main a glissé dans la mienne sans hésitation. Calme, ancrée. C'était sa façon d'être. Tout va bien, a-t-elle demandé. Everett a pâli. Belle a repris de plus belle, inconsciente du changement d'énergie. Enfin, a-t-elle dit, les yeux levés au ciel vers Sarah. Pourrais-tu s'il te plaît dire à ton mari qu'il n'est pas censé être ici? Everett s'est tourné vers elle, et quelque chose s'est brisé dans sa voix quand il a dit, tais-toi. Cette personne est Blaine Vaughn. Everett a terminé plus fort, maintenant. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le cofondateur d'Ardent Systems, qui est actuellement en partenariat pluriannuel avec Caldwell Healthcare. L'air s'est épaissi. Les conversations autour de nous se sont tues. Les gens près de la table d'accueil se sont retournés pour regarder. L'une des organisatrices de mariage s'est rapprochée, faisant semblant d'ajuster un arrangement floral, mais essayant clairement d'évaluer si une scène allait éclater. La bouche de Belle s'est ouverte, puis refermée. Everett a continué, la voix plus dure. Tu viens d'essayer d'humilier quelqu'un, qui est directement lié au système dont mon département dépend. Es-tu seulement consciente de ce que cela pourrait signifier? Belle a cligné des yeux. Tu prends son parti. Je ne prends le parti de personne, a-t-il dit fermement. Je dis que tu dois arrêter de ramener tout à toi,
alors que tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai pris une inspiration. C'était à mon tour de jouer, mais je ne voulais pas le faire comme il s'y attendait. Je n'étais pas là pour renverser les tables. Je n'étais pas là pour me venger. Je suis venu ici en tant qu'invité, ai-je dit. Pas comme un fantôme, ni comme une histoire que vous racontez pour vous donner le beau rôle. Je suis venu avec ma femme. C'est tout. J'ai regardé mes parents directement. Vous n'aimez peut-être pas que je sois ici. Vous n'aimez peut-être pas ce que je suis devenu, mais ne prétendons pas que vous n'avez pas choisi de fermer cette porte il y a 9 ans. Vous n'avez pas le droit de la claquer à nouveau aujourd'hui. Léonard a fait un pas en avant. Tu penses qu'une petite start-up te donne une autorité morale? Ne te fais pas d'illusions, Blaine. Tu as choisi la facilité. Tu t'es marié riche, et tu profites de son succès. Sarah n'a pas bronché. C'est intéressant, a-t-elle dit avec légèreté. Parce que quand Blaine et moi nous sommes rencontrés, il remboursait déjà son 2e diplôme, tout en travaillant à temps plein. Je n'ai même pas connu son nom de famille, pendant les 3 premiers mois. L'assurance dans sa voix n'était pas froide. Elle était posée, professionnelle. C'était la façon dont elle s'adressait au conseil d'administration des hôpitaux, lorsqu'elle leur rappelait qui détenait le pouvoir de veto. Il ne profite de rien, a-t-elle ajouté. Il a construit à partir de rien, ce que la plupart des gens héritent. Il y avait quelques hochements de tête autour de nous, maintenant. Discret. Le genre qui dit, je regarde et je comprends. Everett a encore bougé. Son costume semblait plus serré, comme s'il commençait à l'étouffer. Il s'est raclé la gorge. Tu as dit que tu étais venu avec Sarah, m'a-t-il dit. Nous travaillons ensemble d'une certaine manière, ai-je répondu. Nous co-gérons la branche technologique de notre fondation. Ardent System travaille avec Caldwell sur l'analyse prédictive. Nous conseillons également sur la restructuration de la conformité, en particulier autour des protocoles de facturation. Je ne l'ai pas regardé directement en disant cette dernière partie, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Ce n'était pas seulement de l'inconfort. C'était de la peur. Vous savez, nous avons eu des inquiétudes, concernant certains modèles de prescription, ai-je ajouté. Les équipes d'examen ont signalé quelques cas, pour un audit interne. Rien de public encore. Belle a ouvert la bouche, probablement pour intervenir, mais Sarah a été plus rapide. Il n'est pas nécessaire de transformer cela en quelque chose de plus grand, a-t-elle dit. Nous sommes ici pour célébrer, pas pour aggraver les choses. Mais nous avons des limites, et je ne pense pas que mon mari mérite d'être traité comme un morceau manquant, au mariage de sa propre sœur. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est dégonflée, comme un ballon piqué par une fine épingle. L'énergie a changé, mais personne ne voulait être le premier à le dire tout haut. Et puis, Everett a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Milo va bien, n'est-ce pas? Il a essayé de le dire doucement, mais pas assez. Ma tête a pivoté vers lui. Il connaissait le nom de mon fils. Il s'en souvenait. Mon silence valait confirmation. J'étais de garde ce jour-là, a-t-il ajouté rapidement. Les urgences étaient surchargées. Je n'ai pas. Tu ne m'as pas reconnu, ai-je dit. Ou tu m'as reconnu, mais tu ne voulais pas demander. Il a dégluti. J'ai recommandé le protocole standard. Tu as recommandé un traitement agressif pour un enfant de 6 ans, ayant une réaction légère, ai-je dit calmement, et tu n'as pas demandé s'il avait des antécédents médicaux. Le silence était encore plus froid, maintenant. Autour de nous, le poids de trop de vérités non dites commençait à peser. Sarah a touché mon bras légèrement. Nous pouvons partir, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. La voix de Belle a brisé le silence. Tu déformes tout, a-t-elle lancé. Tu fais toujours ça, tu te poses en victime. Tu veux gâcher mon mariage pourquoi? Pour attirer l'attention? Je n'ai pas répondu. Alors, elle s'est tournée vers les invités, sa voix montant d'un cran. Il est comme ça depuis que nous sommes enfants. Toujours instable. Notre famille a essayé. Nous avons essayé de l'aider, mais certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être aidées. L'expression est tombée comme une fusée éclairante. Instable. Aider. Ils étaient en train de construire une version des faits. Je la voyais se former, au fur et à mesure qu'elle parlait.
Le frère troublé, le fils absent depuis longtemps, l'élément incontrôlable qui gâche toujours tout. Elle voulait qu'Everett la soutienne, qu'il dise que j'étais inapte, qu'il valide sa version devant témoin. Et s'il faisait cela, je devrais soit révéler ce que j'avais, soit partir en ayant l'air d'être exactement ce qu'il voulait que je sois, déséquilibré, dangereux, l'enfant à problème revenu pour brûler la maison. Il ne savait pas ce que j'avais apporté avec moi, mais je savais, maintenant, qu'ils allaient le découvrir. Il y a eu une fraction de seconde, où j'ai cru qu'elle allait s'arrêter. La main de Belle planait, tremblante, à quelques centimètres du téléphone d'Everett. Sa respiration était saccadée, le mascara menaçait de couler sur son visage soigneusement maquillé. Mais son orgueil a brillé plus fort que sa raison, et d'un geste sec, elle a arraché le téléphone des mains d'Everett. « Ne fais pas ça », a dit Everett, d'une voix basse mais urgente. « Pourquoi me fais-tu ça » a-t-elle rétorqué, la voix brisée. « Tu es censé être de mon côté. »« Je le suis », a répondu Everett. Mais cela sonnait plus comme un plaidoyer que comme une défense. « Mais je ne peux pas ignorer ce qui est juste devant moi. S'il y a un mensonge, j'ai besoin de savoir. Fais-moi confiance, c'est tout, a dit Belle, en serrant le téléphone plus fort. C'est là que j'ai su qu'elle perdait le contrôle. J'ai regardé en silence, laissant le poids du moment s'installer sur toutes les personnes présentes. La foule s'était densifiée. Les invités, qui quelques instants plus tôt souriaient pour les photos et sirotaient du champagne, se tournaient maintenant les uns vers les autres, chuchotant, s'agitant inconfortablement. Même la photographe avait baissé son appareil. Belle a regardé autour d'elle et a vu l'attention s'accumuler, comme des nuages d'orage. « Tu gâches tout », a-t-elle dit, mais je n'étais plus sûr de qui elle parlait, de moi, d'Everett, ou d'elle-même. « Belle », a dit Everett, plus lentement cette fois, prudemment. « Réponds juste à la question. Où es-tu allé à l'école ? Quel était ton programme ? Qui était ton conseiller ? » Il n'y avait pas d'échappatoire. Il lui avait donné un moyen de clarifier les choses publiquement, simplement, et tout ce qu'elle avait à faire était de dire la vérité. « Je ne dois de performance à personne ici », a-t-elle lancé, les yeux dardés vers nos parents comme s'ils allaient la sauver. « C'est mon mariage, pas un procès. » Elle a essayé de lui sourire, mais son sourire était tordu. « Je t'ai déjà tout dit. Pourquoi doutes-tu de moi maintenant ? Tu m'as raconté une histoire, a dit Everett. Mais là, tout de suite, j'ai l'impression que ce n'était que ça. C'était mon moment. Je ne suis pas ici pour détruire ta journée, ai-je dit calmement. Mais si tu comptes traîner mon nom dans la boue devant des inconnus, alors peut-être devrions-nous parler de la vérité. De toute la vérité. Everett s'est tourné vers moi, le regard aiguisé. Quelle vérité ? J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. La mâchoire de ma mère était si serrée que son cou en tremblait. Les mains de mon père étaient derrière son dos, comme s'il était à une réunion de conseil d'administration. Aucun des deux n'a dit un mot. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ross Marlowe, ai-je commencé lentement. Un cousin éloigné. Il m'a aidé quand je n'avais personne. Après mon départ de Maple Hollow, il est resté en contact. Il m'a raconté certaines choses, sur ce que les gens disaient en ville, à propos de la clinique, sur ce à quoi ressemblaient les relevés de notes de Belle. Et ce à quoi ils ne ressemblaient pas. La bouche de mon père a tressailli. Ross se trompait, est intervenue ma mère rapidement. Peut-être, ai-je dit, en rencontrant ses yeux, mais Ross était le genre d'homme qui ne disait pas des choses, dont il n'était pas sûr. Everett a froncé les sourcils. Quel genre de choses ? J'ai soutenu son regard. Des choses sur Belle, prenant une année sabbatique qu'elle n'a jamais mentionnée. Sur l'abandon de cours qu'elle n'a jamais rattrapé. Sur le fait que ta fiancée pourrait avoir quelques interprétations créatives de son parcours académique. Belle a tourné la tête vers moi brusquement. Tu es dégoûtant, a-t-elle sifflé. Tu serais prêt à gâcher le mariage de ta propre sœur, juste pour te sentir supérieur pour une fois dans ta vie. Ce n'est pas moi qui ai soulevé le sujet, ai-je dit avec régularité. C'est toi. Tu m'as entraîné là-dedans, Belle. Tu as rendu cela public. Everett a expiré par le nez, et a ressorti son téléphone. Je connais un professeur aux admissions. Je vais l'appeler. Il devrait pouvoir confirmer tout cela. Ma mère s'est avancée, comme si une mèche venait d'être allumée. Non, a-t-elle dit. Everett, mon chéri,
tout cela est inutile. Allons simplement à l'intérieur. Oublions tout ce drame. Tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin, l'a coupé Everett, parce que je n'épouse pas des gens que je ne connais pas vraiment. Il a porté le téléphone à son oreille. Les yeux de Belle se sont agrandis, puis rétrécis, et avant que quiconque puisse réagir, elle a tendu le bras et a arraché le téléphone de sa main. C'était si rapide, que personne n'a eu le temps de l'arrêter. Everett a tenté de le rattraper. « Qu'est-ce que tu fiches ? Tu ne peux pas appeler les gens pour m'humilier, a-t-elle crié, en reculant. C'est ma vie aussi. Tu as menti, a-t-il dit. Et maintenant tu aggraves les choses. Je n'ai pas menti, a-t-elle dit, le souffle court. Je n'ai juste pas tout dit. Ce n'est pas un crime, ai-je dit doucement, mais c'est peut-être la raison pour laquelle tout est sur le point de s'effondrer. Belle m'a fixé avec un regard proche de la haine, et puis, sans un mot, elle a jeté le téléphone sur le sol en marbre, et l'a piétiné. Une fois, deux fois. Le craquement du verre a résonné dans l'air, comme un coup de feu. Tout le monde s'est figé. Le silence, après que le téléphone se soit brisé, était plus lourd que n'importe quel cri. Un cercle d'invités nous entourait maintenant, les murmures se transformant en une tension palpable. Des téléphones commençaient à enregistrer. Quelque part près de l'entrée de la salle de bal, un violoniste s'était arrêté de jouer au milieu d'une note. « Belle » a dit Everett, la voix plus froide désormais. « Qu'est-ce que tu viens de faire, bordel ?» Elle a regardé les restes du téléphone, comme si elle ne pouvait pas croire que ses propres pieds avaient fait cela. « Je ne pouvais pas te laisser appeler » a-t-elle chuchoté, puis plus fort, « je ne pouvais pas te laisser gâcher ça. » Je n'étais pas en train de gâcher quoi que ce soit, a dit Everett, en avançant. J'essayais de me protéger. Et peut-être de te protéger, toi aussi. Tu penses que je suis une fraude, a-t-elle rétorqué. Ton opinion est déjà faite. Je pense que je ne te connais pas du tout, a dit Everett. Et cela me terrifie. Nos parents se sont précipités. Elle est dépassée par les événements, a dit ma mère, en entourant Belle de son bras, comme si elle la protégeait d'un incendie. C'est un mariage, ce n'est pas le moment pour ces éclats. Elle a besoin de repos, a ajouté mon père, en faisant signe au personnel. S'il vous plaît, raccompagnez cet homme à la sortie, avant qu'il n'y ait plus de dégâts. Ils faisaient ce qu'ils avaient toujours fait, détourner l'attention, réorganiser les torts, me peindre comme le problème. Je suis resté enraciné sur place. Je n'ai rien fait d'autre que de répondre à des questions que je n'ai pas posées, ai-je dit, en gardant une voix mesurée. Et ce téléphone. Ce n'était pas le mien. Je vous demande de partir, a répété mon père, plus fort cette fois. Parce que la vérité s'est approchée d'un peu trop près, ai-je demandé. Parce qu'elle n'a pas pu répondre à une question de base. Tu as empoisonné cette famille pendant des années, a craché ma mère. Nous t'avons tout donné, et tu as tout gâché. Maintenant, tu viens ici pour prendre encore plus. Je n'ai rien demandé, ai-je dit. Pas un centime, pas une seconde chance. Je suis venu parce que ma femme m'a demandé d'être à ses côtés. Et, pile au bon moment, Sarah est apparue près de moi, le visage illisible, la posture aussi calme que de la pierre. Qu'est-ce qui se passe ici, a-t-elle demandé directement à Everett. Il a ouvert la bouche, mais ce qui en est sorti ne concernait pas Belle. Je ne peux pas lui faire confiance, a dit Everett, en me pointant du doigt. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Je l'ai déjà vu. Ma mâchoire s'est contractée. Sarah a rétréci les yeux. Où ça? À l'hôpital, a dit Everett. Il est venu avec son gamin, Milo. Je m'en souviens. Il y a eu un désaccord sur le traitement. Tu l'as diagnostiqué sans examiner l'intégralité des analyses, ai-je dit, de la glace glissant dans mon ton. Tu as refusé les protocoles standards, a répliqué Everett, sur la défensive. J'ai remis en question une décision, qui aurait pu causer des dommages irréversibles, ai-je dit. Il y a une différence. Tout le monde écoutait encore plus attentivement. Tu ne devrais pas être ici, a dit Everett. Everett a tressailli. Quoi, a demandé ma mère, les yeux passant de l'un à l'autre. Je n'ai rien dit avant, ai-je ajouté, parce que je ne voulais pas être celui qui transforme une fête de famille en scandale. Mais si nous parlons de risque,
vous devriez peut-être vérifier auprès du bureau de conformité de Caldwell. Ils ont eu quelques inquiétudes concernant la surfacturation, dans certains départements. Les noms pourraient vous sembler familiers. Cela a eu l'effet d'une brique. L'organisatrice de mariage est apparue soudainement, flanquée de 2 membres du personnel de l'hôtel. « Je suis désolée », a-t-elle dit avec douceur mais fermeté. « Nous devons demander à toutes les parties, soit de retourner dans la salle de bal, soit de sortir. Cela commence à déranger les autres invités. » Everett a regardé Belle, puis moi. « Tu as fait ça ?» a-t-il dit à voix basse. « Non », ai-je répondu. « C'est vous tous qui avez fait ça. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas remarquer. » Sarah s'est tournée vers moi. « Nous devrions partir. » « Oui, » ai-je dit, « nous devrions. » Mes parents essayaient toujours de sauver les meubles, parlant à voix basse à l'organisatrice, essayant de contrôler l'image qu'ils renvoyaient. Je me suis approché assez près pour qu'ils entendent une dernière chose, avant de sortir. Si vous continuez à traîner mon nom dans la boue, je ne me contenterai pas de me défendre. Je protégerai ma famille. Et j'ai plus qu'assez de vérité pour le faire. Je n'ai pas mentionné les enregistrements. Je n'ai pas mentionné les fichiers stockés en toute sécurité, sur 3 disques séparés. Mais le regard sur le visage de mon père disait qu'il s'en souvenait. Il savait. Alors que nous nous éloignions, le téléphone de Sarah a vibré dans sa main. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis me l'a montré. C'était un message de la conformité de Caldwell. Le nom d'Everett Shaw était revenu sur le tapis. Il rouvrait une enquête. Je n'ai pas souri, mais je savais que ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer, enfin. Au moment où nous avons atteint la voiture, l'air à l'extérieur de l'hôtel semblait presque trop propre, trop calme, comme l'instant après qu'un feu d'artifice a éclaté, quand vos oreilles bourdonnent encore. J'aurais dû ressentir du soulagement en m'éloignant de tout cela. Au lieu de cela, ma poitrine bourdonnait d'une tension, que je n'avais même pas réalisé porter. Mes mains étaient encore contractées. Sarah s'est glissée sur le siège conducteur, le visage indéchiffrable, son téléphone vibrant déjà. Je me suis assis à côté d'elle, expirant lentement. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Puis son écran s'est rallumé. « Conformité » a-t-elle dit doucement. « Caldwell Else. » Elle a répondu. J'ai écouté. Ils n'ont pas perdu de temps. La voix à l'autre bout a confirmé ce que nous soupçonnions déjà tous les deux. Everett Shaw faisait l'objet d'un examen préliminaire, pour un schéma de surfacturation et des recommandations diagnostiques douteuses. Le comportement de ce soir pourrait accélérer les procédures formelles. Ils ont demandé une déposition. Je leur ai tout donné. J'ai été précis, factuel, sans drame. Quand il s'est agi de Milo, j'ai choisi chaque mot comme s'il s'agissait d'un scalpel. Il a poussé pour un traitement en hospitalisation. Cela semblait excessif, ai-je dit. Nous avons pris un deuxième avis. Ce n'était pas nécessaire. La voix m'a remercié, a promis la discrétion, a promis un suivi. Quand l'appel s'est terminé, j'ai pensé que ce serait tout. Mais l'écran de Sarah s'est rallumé. Cette fois, c'était un message de quelqu'un de son département. Everett essayait de concocter une nouvelle version des faits. Selon lui, j'étais un fils aigri et éloigné, qui avait gâché un mariage et causé une scène. J'ai fixé le pare-brise. Voilà, c'était le pivot. Je pouvais soit laisser cette version prendre racine, soit agir. Je ne veux pas de vengeance, ai-je dit à haute voix. Je veux une protection. Sarah n'a pas eu besoin de demander ce que je voulais dire. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Des fichiers audio, horodatés, étiquetés. Je ne les ai pas tous envoyés, juste 2, juste assez. Un clip de ma mère se moquant de l'idée de soutenir mes projets universitaires. Un autre, de mon père disant que je n'étais bon qu'à rapporter de l'argent, grâce à mon travail à temps partiel. Je les ai transférés directement à la liaison juridique de Caldwell. Avec une courte note pour situer le contexte, concernant la dynamique familiale mentionnée par le Dr Shaw. J'ai cliqué sur Envoyer. C'était net, contrôlé. Puis, un autre bip. Ross. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des mois. Il n'a envoyé qu'une seule ligne, tu devrais savoir que Belle a craqué. Sa belle famille vérifie tout.
Le mariage est au point mort. Bien sûr, il l'était. Une maison construite sur des diplômes factices et des légendes Instagram soigneusement sélectionnées, n'allait pas survivre à un tel examen. Une minute plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tes parents contactent l'hôpital, disant qu'ils ont besoin de te parler. Quelque chose à propos d'une urgence familiale. J'ai ri, un son sec. Urgence? Non. C'était eux qui perdaient le contrôle sur le récit. Sarah a jeté un coup d'œil. Ça va? Oui, ai-je dit. Je comprends enfin ce qu'ils veulent dire par autosabotage. Nous avons conduit en silence après cela. Mais c'était le genre de silence qui ne fait pas mal. C'était de la clarté. Chaque action avait été délibérée, mesurée, et maintenant je n'attendais plus le prochain coup. J'avais choisi mon terrain. De retour à l'hôtel, j'ai fait mes bagages lentement. Chaque pli d'une chemise, chaque fermeture éclair, me donnait l'impression de fermer un chapitre. Cette nuit-là, bien après que Sarah et Milo se soient endormis, j'ai fixé le plafond, attendant que la culpabilité arrive. Elle n'est pas venue. Je ne me sentais pas comme le méchant. Je me sentais comme un père. Comme un mari. Comme quelqu'un qui avait enfin arrêté de laisser le passé écrire son futur. Le siège de Caldwell Health, dans le nord de la Californie, ressemblait à ce que mes parents avaient toujours voulu que je craigne, du verre, de l'acier, des systèmes qu'ils ne pouvaient pas manipuler. Pas de faveur de petite ville. Pas de connaissance de cousins. Juste le protocole. Ils se sont présentés le lendemain matin. La sécurité m'a informé qu'ils étaient dans le hall, réclamant un accès d'urgence pour voir leur fils. Apparemment, cela seul était censé déverrouiller les portes. Quand cela n'a pas fonctionné, ils sont devenus bruyants. Assez bruyants pour que les relations d'entreprise soient notifiées. J'ai accepté de les rencontrer, mais à mes conditions. Nous nous sommes réunis dans une salle de conférence latérale, avec un témoin des RH présent. Pas de piège juridique, juste des limites. Ma mère paraissait plus vieille, pas malade, pas fragile, juste fanée. Mon père avait l'air agacé par le dérangement, comme si j'avais organisé cette réunion juste pour l'embêter. Blaine, a-t-elle commencé, la voix mêlée de sucre et de fumée. Nous ne t'avons pas élevé pour être froid. Vous ne m'avez pas élevé pour être quoi que ce soit, ai-je dit. Vous m'avez entraîné à disparaître. Ils ont cligné des yeux. Nous t'avons tout donné, a tonné mon père. Sauf la confiance. Sauf l'espace. Sauf la même chance que vous avez donnée à Belle. Elle en avait besoin, et pas moi. Silence. J'ai sorti une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvaient les transcriptions de 2 messages vocaux, et un résumé de leur coupure de fonds financiers. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Pas pour faire chanter, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Vous n'avez pas le droit de m'appeler de nulle part, et d'exiger une place à ma table. Surtout pas en essayant de ruiner mon nom, pour couvrir votre propre gâchis. Ma mère a commencé à pleurer, mais la performance était fatiguée, maintenant. Périmée. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je ajouté. Il s'agit de clore le sujet pour moi, pour ma famille. Quand j'ai quitté cette pièce, je ne me suis pas retourné. 3 jours plus tard, l'avis officiel est tombé. Everett Shaw était suspendu en attendant l'enquête. Son historique de facturation était sous examen. Sa conduite pendant l'examen de Milo faisait désormais partie d'une enquête éthique. Belle. Son mariage n'a pas eu lieu. La famille de son fiancé a publié une déclaration demandant le respect de leur vie privée, alors qu'ils examinaient des divergences récemment apparues. Les nouvelles vont vite à Maple Hollow. Les clients ont cessé de venir à la clinique de la famille Vaughn. Personne n'a dit que c'était à cause de moi, mais ils savaient tous. La clinique a fermé ses portes en 1 mois. À la maison, Milo s'est rétabli. Il souriait davantage, mangeait mieux, dormait toute la nuit. Je l'emmenais à l'école chaque matin. Je lui tenais la main plus longtemps que nécessaire. Un soir, je lui ai raconté l'histoire d'un garçon qui était parti de chez lui les poches vides, mais qui avait réussi à construire quelque chose de mieux. Pas parce qu'il devait prouver quoi que ce soit, juste parce qu'il savait qu'il le pouvait. Il m'a demandé si le garçon était jamais revenu. J'ai secoué la tête.
Il n'en avait pas besoin. Quand j'ai éteint sa lampe, j'ai regardé autour de la maison silencieuse. La lumière du couloir brillait d'une lueur chaude. Sarah était dans la cuisine, fredonnant quelque chose à voix basse. Je n'étais plus le morceau manquant. J'étais devenu le cadre, celui qui maintient tout le reste ensemble. Certaines histoires ne se terminent pas par des feux d'artifice. Elles se terminent dans le silence, dans des choix faits derrière des portes closes, dans des limites tracées sans public. C'est ce que cette histoire est devenue. Pas un complot de vengeance, pas une victoire judiciaire, pas un démantèlement dramatique, juste un refus tranquille de continuer à saigner pour des gens qui ne savent que couper. Pendant des années, j'ai vécu avec la conviction que j'étais le problème. Que j'étais défectueux, brisé, indigne. Mes parents me le disaient. Ma sœur le renforçait. Même la ville où j'ai grandi, avec ses sourires polis et ses évitements prudents, m'a appris comment disparaître dans le décor. Mais la survie fait quelque chose d'étrange à un homme. Elle vous apprend à devenir votre propre témoin et, finalement, votre propre défense. Quand je suis entré dans ce mariage à Austin, je ne savais pas que je marchais vers un test. Un test de qui j'étais autrefois, face à qui je suis devenu. Et peut-être que c'est ça, la vie, une série de pièces dans lesquelles nous continuons d'entrer, jusqu'à ce que nous réalisions que nous n'y appartenons plus. Cette journée n'était pas une question de confrontation. C'était une question de libération. Pas d'eux, mais des mensonges qu'ils avaient plantés en moi. Je ne crois pas aux fins parfaites. Je crois en la paix méritée. S'asseoir en face de son passé et dire, plus maintenant. Choisir de protéger les gens qui vous voient. Pas la version que votre famille a essayé de sculpter. Pas l'écho de qui vous étiez quand vous étiez désespéré d'amour. Mais vous, dans toute votre complexité, votre maturité, et votre vérité brute. Je n'ai toujours pas les excuses que je méritais. Je ne les aurai probablement jamais. Et j'ai fait la paix avec cela, parce que je ne cours plus après les excuses. Je construis une vie où je n'en ai pas besoin. J'ai une partenaire qui voit clair à travers le bruit. Un enfant dont le rire est plus fort que toute la honte que je portais autrefois. Un foyer où rien n'est obtenu par le silence ou la soumission. C'est cela, ma justice. C'est cela, ma récompense. Et à tous ceux qui, là-bas, se sont déjà fait dire qu'ils étaient le morceau manquant, laissez-moi vous dire ceci, vous n'avez jamais été manquant. Vous étiez égaré, mal compris, mais pas manquant. Vous attendiez juste de revenir chez vous, en vous-même. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si elle vous a rappelé une version de vous-même que vous avez enterrée, ou un combat que vous étiez trop épuisé pour mener, alors j'espère que vous resterez. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, d'autres vérités à déballer, d'autres chemins à réclamer. Alors, si vous voulez faire ce voyage avec moi, si vous voulez continuer à peler les couches et à trouver le genre d'honnêteté qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, abonnez-vous, suivez-moi. Il y en aura d'autres à venir. Et je promets que, quelle que soit l'histoire que nous explorons ensuite, nous la raconterons de la manière dont elle mérite d'être racontée. Votre vérité n'est pas trop bruyante. Votre douleur n'est pas de trop. Et vous n'êtes pas seul. Continuons d'avancer. Abonnez-vous maintenant. Et si vous lisez encore ceci, si vous êtes encore avec moi après toutes ces pages, toutes ces blessures ouvertes et ces vérités mises à nu, alors peut-être vous reconnaissez-vous ici, vous aussi. Peut-être avez-vous été l'étranger à votre propre table familiale. Peut-être avez-vous porté le poids d'une enfance qui ne vous a jamais laissé respirer. Peut-être avez-vous dû repartir de rien, pas seulement une fois, mais encore et encore, parce que les gens qui auraient dû vous aimer ne savaient que réécrire l'histoire avec eux-mêmes dans le rôle des victimes. Je vous vois. Et j'espère plus que tout que cette histoire vous a rappelé une chose, vous ne devez votre silence à personne, juste parce qu'ils se font appeler « famille ». Vous n'avez pas à continuer de simuler la loyauté pour des gens qui ne l'ont jamais mérité. Vous avez le droit de tracer une ligne. Vous avez le droit de dire « assez ». Vous avez le droit de choisir votre propre paix, vos propres gens, votre propre chemin vers l'avant. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille brisée. C'est une histoire sur la reconquête de sa voix, de sa mémoire, et de sa dignité. Sur le fait de ne plus se rétrécir pour s'adapter au récit que quelqu'un d'autre a écrit pour vous.